Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce dîner-conférence de la semaine minière d'ICM Amos. Vous êtes tous salués au nom du comité organisateur. On est vraiment heureux d'avoir pu vous concocter une semaine d'activités très remplie. Le thème cette année, Ensemble innovons pour le futur. Je pense que cette année, on a eu beaucoup d'activités à travers l'Abitibi où on montrait l'innovation dans l'industrie minière, puis ça, c'est vraiment très bien. Avant d'aller plus loin, encore une fois, je veux vraiment commencer par remercier nos commanditaires. Sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire les activités qu'on organise. Vous les voyez affichés d'une façon très différente et innovante de montrer les logos des commanditaires si on se compare à ce qu'on faisait les 12 dernières années. On essaye, on innove nous autres aussi. On souhaite vraiment que la semaine minière vous a permis d'apprécier les innovations, le dynamisme, la capacité d'évoluer de notre secteur minier québécois. Ça reste important d'encourager la population et la communauté d'affaires à se tenir au courant de ce qui se passe dans l'industrie minière et à s'y intéresser. L'industrie minière, ça représente le premier chaînon d'une multitude d'objets indispensables à notre quotidien. Que ce soit les bâtons de hockey, malheureusement, qu'on vient de serrer, les lunettes, les batteries des voitures électriques, les batteries de nos cellulaires, en fait, le cellulaire au complet, et tous les objets qui sont importants pour notre quotidien, dont l'ingrédient souvent principal, c'est les minéraux. L'industrie minière, c'est aussi essentiel à la transition énergétique, à la décarbonatation de l'économie québécoise, et c'est un moteur économique majeur pour notre région. Il faut être fier de nos ressources. On est chanceux quand même au Québec puis au Canada, on en a beaucoup. Ça fait l'envie de certains de nos voisins. J'avais tendance à dire que ça les rendait verts de jalousie, mais j'essaie d'éviter l'image parce que vert et orange, ça ne donne pas un beau mélange. Mais au-delà de ça, notre industrie au Canada puis au Québec, il n'y a pas d'enfants qui sont exploités, il n'y a pas d'esclavage. Nos politiques, nos règles environnementales et de développement durable sont reconnues à travers le monde. Particulièrement au Québec, notre expertise est reconnue et appréciée et sollicitée partout à travers le monde. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut en être fier, ce qui me ramène à notre point de départ. Parlons-en de notre industrie. Je vais vous demander d'éteindre votre cellulaire. Avant la conférence principale, on va avoir un 15 minutes techno qui est présenté par Jean-Sébastien Grenier de GCM Envirosynergie. Il est titulaire d'un MBA de l'UQAM et d'un baccalauréat en génie biotechnologique de l'Université de Sherbrooke. Il a plus de 18 ans d'expérience professionnelle en gestion de l'eau. Jean-Sébastien est actuellement responsable du développement des affaires et expert en traitement des eaux chez GCM Envirosynergie. Il est également expert pour l'Ordre des ingénieurs du Québec dans le cadre de la surveillance de l'exercice en assainissement autonome des eaux usées d'origine domestique. Jean-Sébastien a auparavant cofondé Équipe Indigo, firme de génie conseil de construction spécialisée en assainissement décentralisé. Il a également fondé G-Expert Conseil, entreprise se spécialisant en expertise légale, inspection, formation, coaching et mentorat dans le domaine du traitement des eaux. Jean-Sébastien, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vais arranger mon micro un petit peu. Vous m'entendez bien comme ça, oui? Parfait.
va falloir que je raccourcisse ma biographie un peu. Là. Je trouve que ça me vieillit un peu trop avec toutes ces descriptions-là. Il faut que je coupe un peu. Bienvenue tout le monde. Merci beaucoup, premièrement, à l'ICM Amos pour l'invitation, puis à l'Association minière du Québec aussi. C'est une belle vitrine pour venir discuter de projets miniers. Dans le fond, moi, ce dont je venais vous parler ce midi, en fait, c'est que j'ai un 15 minutes. Je vais essayer de faire ça vite, faire ça concis, mais d'être compréhensible. En fait, quand on fait du traitement des eaux au niveau des camps miniers, il y a comme des... Donnez-moi 2 secondes. J'ai comme de la misère à respirer avec le micro, ça me gosse, attendez. Attendez. Je suis habitué d'avoir un micro dans la main d'habitude, c'est plus facile. Voyons. Je vais le tenir comme ça, je pense que je vais être pas pire. Comme ça, vous m'entendez bien quand même, ouais? OK, c'est bon. Parfait, merci. C'est ça, dans le fond, c'est que les camps miniers, en mode d'exploration, c'est un peu différent des projets normaux. C'est parce que souvent, c'est des projets qui vont être saisonniers, uniquement quelques semaines par année, parfois uniquement l'été. Ce n'est pas des camps qui sont permanents. C'est des camps qui vont être temporaires, être là quelques années, puis après ça, ils vont être démantelés ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment des projets qui sont intéressants. Dans le fond, c'est des projets qui vont demander beaucoup d'investissement au départ. C'est des projets qui sont quand même risqués. Il ne faut pas se le cacher. On s'en va explorer des mines et tout, essayer de trouver quelque chose. Ça se peut qu'on ne trouve rien. Ça se peut qu'on en trouve, mais dans des quantités pas suffisantes. Donc, tout l'argent qu'on met dans des projets d'exploration, on veut que ça serve à explorer, à aller trouver du minerai et tout. Mais malheureusement, c'est impossible que 100% de l'argent soit investi dans de l'exploration pure et dure. Il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place quand on fait un projet minier. Il y a des infrastructures à mettre en place, des routes, de l'eau potable, de l'eau usée. Donc, je vais faire un survol aujourd'hui pour essayer de regarder, y a-t-il moyen de faire des projets en traitement d'eau passifs qui utilisent le sol en place, puis qui vont être économiques dans les cadres de projets en exploration. Donc, on va passer en revue vite fait. C'est quoi l'eau sanitaire? Je vais passer vite. J'ai 3 diapos sur la réglementation, parce que je ne vais pas faire 1 heure sur la réglementation, je vais vous endormir, fait que je vais passer vite là-dessus. Les solutions de traitement, l'importance de l'évaluation de la nappe, puis des exemples de projets aussi. Donc, l'eau sanitaire d'un camp, c'est quoi? C'est, dans le fond, c'est tout ce qui est généré par les travailleurs sur le site, dans le camp. Donc, ça peut s'apparenter à une résidence ou un chalet, mais ça va être par exemple les salles de bain, tout ce qui est toilettes, lavabo, les douches, il peut y avoir cuisine, cafétéria. Cuisine, cafétéria, ça va dépendre beaucoup du type de projet. Tu sais, des fois, on a des petits projets d'exploration. C'est un petit camp, il y a 8-10 personnes, c'est une cuisine de résidence. Puis il y en a d'autres qui vont être plus... Quand on tombe dans des camps d'exploration de 30, 50, 80 personnes, là, c'est des cuisines plus commerciales. Il peut y avoir des lave-vaisselle mécaniques. Donc, c'est important d'en tenir compte. Ça a des influences au niveau du débit. Il peut y avoir aussi des buanderies pour le lavage de la literie quand les camps deviennent plus gros. Aussi, quand il y a les drails, il peut y avoir des salles de lavage pour les habits de travail à la fin des journées. Ça génère de l'eau aussi. Il y a d'autres types d'eau aussi qui sont générés qu'on ne pense pas tout de suite. Quand il y a un système d'eau potable, par exemple, il y a des rétro-lavages, c'est de l'eau qu'il faut tenir compte. Quand on a des projets où il y a des visiteurs qui peuvent venir visiter de temps en temps, puis c'est prévu, ça amène de l'eau supplémentaire. Puis il y a toutes sortes d'autres choses. Par exemple, il peut y avoir sur le site des stations de vidange ou des toilettes chimiques qui sont situées loin du camp principal, puis il faut les transporter au camp principal pour traiter l'eau. Il faut aussi en tenir compte. Donc, la réglementation. C'est les seuls 3 diapos où je vais avoir beaucoup de texte. Je m'excuse, mais il y en a 3. Après ça, il y a des photos, il y a des images, fait que ça va être plus facile. Au niveau de la réglementation, il y a 2 types de camps qui sont vus au niveau de l'environnement. Tu as les camps permanents puis les camps industriels temporaires. Camp permanent, c'est quoi? C'est un camp qui est occupé au moins 6 mois par année. Donc, dès que c'est occupé 6 mois par année, c'est considéré comme un camp permanent. Dans les camps permanents, il y a 2 classes au niveau des débits. Il y a, lorsque le débit généré est inférieur ou égal à 3240 litres par jour, ça représente quoi, pour vous donner une idée? C'est un camp d'à peu près 12 à 20 travailleurs qui vont générer entre 150 et 250 litres d'eau par jour par personne. Quand on rentre dans cette catégorie-là,
Le traitement des eaux du camp est assujetti au règlement Q2R22 des résidences isolées, puis ça passe par une demande de permis à la ville, ou à la MRC, ou au gouvernement régional, selon ce fait le projet. Dès qu'on dépasse ce nombre de travailleurs-là, ce débit-là, on tombe automatiquement... Oups, pardon. On tombe automatiquement... Curseur est ici. On tombe automatiquement en demande d'autorisation au ministère de l'Environnement. Par contre, le ministère est venu créer une autre catégorie, qui est les camps industriels temporaires, où il y a beaucoup de camps d'exploration qui cadrent là-dedans. En gros, les camps industriels temporaires, c'est des installations qui sont occupées ou mises en place pour une durée maximale de 6 mois pour la réalisation d'activités d'exploration minière et pour loger 80 personnes ou moins. Fait que souvent, il y a beaucoup de camps d'exploration qui cadrent là-dedans. Puis, ils doivent aussi être situés dans l'un des territoires suivants. Donc, on a des territoires non organisés en municipalité, qui incluent les territoires fusionnés dans la ville de Rouyn-Noranda, la Tuque-Santerre, les régions de la baie James, au nord du 55e parallèle. Donc, quand le projet cadre là-dedans, il tombe industriel temporaire. L'avantage que ça a, c'est que ça permet d'avoir des exemptions au niveau de l'environnement, parce que c'est des projets qui sont considérés comme à risque moindre. Donc, ils deviennent exemptés. Exempté ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Exempté, ça veut dire qu'on s'évite les formulaires du ministère et des délais. Donc, on peut faire les projets plus rapidement. Je ne passerai pas au travers parce que je n'aurai pas le temps de faire mon 15 minutes, mais on décrit ici qu'est-ce que ça représente pour avoir un camp industriel temporaire puis être exempté. Mais il ne faut pas oublier que l'exploitant du campement a toujours l'obligation de traiter et d'évacuer l'eau sans nuire à l'environnement. Donc, même si c'est exempté, ça prend un travail d'ingénieur, ça prend des plans, des devis, une conception. C'est obligatoire. Donc, maintenant, les solutions de traitement des eaux, je vais les passer une par une rapidement, puis en ordre de la plus simple à la plus complexe, si on veut, selon le type de projet. Quand on a un camp d'exploration, des fois, ça peut être vraiment des petits camps. Il y a, comme je disais tantôt, 8-10 personnes, c'est tout petit, c'est occupé quelques semaines par année. La solution la plus simple en termes de coût, c'est tout simplement venir installer une fosse à vidange totale. Une fosse de rétention, on collecte les eaux, puis quand c'est plein, sont transportés à un lieu autorisé. Le désavantage de ça, c'est que c'est les coûts d'opération après. Si vous prévoyez opérer le camp longtemps sur une longue période, les coûts peuvent augmenter rapidement, puis il faut avoir accès à la route, il faut qu'un véhicule routier puisse se rendre pour gérer. C'est le genre de... Ça, c'est un exemple en béton, il y a aussi des exemples en fibre de verre. C'est souvent des projets qui vont se faire quand il va y avoir un camp principal qui a son propre système de traitement, puis le camp a des petits camps satellites d'éparpillés. Au lieu d'avoir un système de traitement pour chaque camp, des fois qui vont juste une couple de semaines dans l'été, on installe une fosse de rétention à ce camp-là, puis quand c'est plein, on transporte l'eau au camp principal pour la faire traiter. Ça, c'est des options qui peuvent exister. Ensuite, la deuxième option, c'est séparer les eaux noires des eaux grises. Les eaux noires, c'est les eaux de toilette. Les eaux grises, c'est tout ce qui est produit par douche, lavabo, cuisine. Quand on sépare les eaux noires, les eaux de toilette, on peut toujours les envoyer dans une fosse de rétention. Par contre, pour les eaux grises, on va venir aménager un petit champ d'évacuation. Le champ d'évacuation, ça peut s'installer dans beaucoup de conditions. Ça prend seulement un 30 cm de sol perméable, puis après ça, de rencontrer le roc ou la nappe. Donc, ça peut être fait à la surface du sol. C'est une façon économique d'évacuer les eaux grises, mais on a toujours la fosse de rétention pour les eaux noires. Par contre, il y a d'autres solutions qui existent pour les eaux noires. Il y a le cabinet à fosse sèche. Ça, c'est le nom cute pour dire une bécosse. C'est encore permis dans le règlement. Il y a des règles à respecter. Ça existe, c'est faisable. Il y en a qui ont c'est pas la bécosse qu'on a en tête des anciens chalets et tout. Là. Maintenant, il y a des choses qui se font qui ont beaucoup plus d'allure. Il y a les cabinets à terreau, qui sont des toilettes à compost. L'avantage, ça c'est un exemple ici, c'est que dans le fond, toutes les matières fécales sont récupérées en dessous. Puis c'est comme un gros composteur qui fait un terreau. Puis après ça, le terreau peut être épandu selon la réglementation en vigueur pour du fertilisant. Fait que ça peut être économique à ce niveau-là. Puis sinon, il y a les bonnes vieilles toilettes chimiques qui peuvent faire le travail selon les situations. Ensuite, l'autre option, c'est de combiner toute l'eau ensemble. Dans le fond, on combine les eaux noires, les eaux grises, puis on installe ce qu'on appelle un élément épurateur, mais ce que tout le monde connaît sous le nom de champ d'épuration. On vient installer une fosse septique, puis ensuite de ça, si les conditions de sol le permettent, on vient installer un lit de gravier, comme ça, avec des conduites perforées.
puis l'eau est infiltrée dans le sol, puis le traitement de ce type de système-là se fait par le sol. Pour l'implanter, ça prend au moins un 90 cm sous le lit d'infiltration de sol perméable ou très perméable. Fait qu'on se sert vraiment du matériel en place, du sol, pour venir traiter l'eau. C'est sûr que là, il y en a qui vont me dire, c'est bien beau un champ d'épuration comme ça avec du gravier, mais comment on transporte un 10 roues de 3/4 net sur un site d'exploration qui n'a pas de route? Ça peut être compliqué. Il existe des solutions. Il y a des projets, oui, qui se font avec des lits de gravier, mais il existe des chambres d'infiltration qui sont permises par la réglementation puis qui viennent complètement remplacer le lit de gravier. La chambre d'infiltration vient mettre la conduite de distribution en plein milieu, puis ça fait comme ton espace de vide pour infiltrer l'eau dans le sol, pour placer les conduites. Puis l'avantage, c'est que ça se transporte super bien. C'est en plastique, c'est léger, ça s'emboîte une dans l'autre sur une palette pour le transport, fait que ça se fait quand même bien. Ensuite de ça, l'autre partie, je parlais du champ d'épuration. L'autre chose qui existe, c'est le champ de polissage. Le champ de polissage, son avantage, c'est que ça s'installe dans des endroits où on n'a pas l'épaisseur de sol disponible. Quand on a moins de sol disponible, on peut y aller avec un champ de polissage ou quand on n'a pas la place. Puis l'avantage que ça a, c'est que ça peut être 2 à 5 fois plus petit qu'un élément épurateur. Par contre, il faut que ce soit précédé d'un système de traitement. Il faut mettre la fosse septique, avoir un système de traitement, puis après ça, avoir ton champ de polissage. Mais les systèmes de traitement qui existent, il y en a plusieurs qui sont passifs. Ça, c'est 2 exemples de systèmes, là. Le premier, ça s'appelle le système eau de DBO Expert. C'est un système qui est passif avec des conduites. S'il y en a que ça intéresse, là, après la présentation... Oh, pardon, j'ai trop bougé, je ne bouge plus. J'ai un exemple, ça c'est une vue de coupe d'une conduite. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez venir me voir après, puis je pourrais vous expliquer un peu plus le traitement, comment ça se fait. Des fois, les gens aiment ça voir, toucher à quoi ça ressemble. J'en ai un exemple. Puis l'exemple de gauche, c'est un système L-Gen avec des modules. Ici, j'ai comme un bébé L-Gen, c'est comme un petit échantillon que j'avais, mais c'est un peu le même principe. L'idée, c'est qu'il y a des bactéries, des micro-organismes qui se développent là-dedans, qui font une partie du traitement. Après ça, il y a une couche de sable qui vient traiter. Puis, après ça, c'est le sol naturel en place qui fait le travail. Donc, ce système-là vient remplacer le lit de gravier du champ de polissage. On vient l'installer directement en surface. C'est remblayé après, c'est passif. Puis le traitement se fait tout seul. J'arrête de me pencher, promis. D'autres systèmes passifs qui existent, ça c'est des exemples. L'exemple du haut, ça m'a été fourni par MEI Assainissement comme photo. C'est un filtre granulaire. C'est un système passif qui a dans le fond, c'est un lit de gravier avec du sable, puis l'eau est passée au travers, puis le traitement se fait comme ça. L'avantage, c'est que c'est un système qui est étanche, fait qu'il peut atteindre des performances de traitement qui nous permettent de rejeter l'eau à l'environnement, directement en surface, dans un fossé, dans un cours d'eau, si jamais on a des conditions compliquées. Il y a aussi d'autres systèmes qui existent. J'ai donné l'exemple de l'EcoFlow, qui est un procédé aussi qui, lui, doit s'installer dans un caisson, donc il faut le transporter. Mais le traitement se fait de manière passive. Il y a de la noix de coco, c'est de la fibre de coco, puis l'eau passe au travers, puis le traitement se fait. S'il y en a qui veulent savoir à quoi ça ressemble, j'ai un sac aussi, si vous voulez voir, je pourrais vous montrer après la présentation, pour voir un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais pour savoir si on peut mettre un système en place, le plus important, c'est d'aller caractériser le sol, aller voir de quoi a l'air le sol sur place. Donc, la caractérisation des sols, ça se fait comme ça. Là, il y a une belle photo ici. Là. Il y a une fille, les jambes croisées, à côté sur une pelle, sur le bord d'un trou, qui a l'air de rien faire. C'est ma collègue Stéphanie qui est juste là-bas. J'ai le droit de la niaiser un peu parce que pour vrai, sur le terrain, elle est super efficace. Elle s'occupe de l'impartition chez nous et même en impartition chez un de nos clients. Fait que c'est une machine, fait que j'ai le droit de la niaiser. Dans le fond, l'étude de sol, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est d'aller sur place, creuser, toucher le sol, faire des tests pour voir c'est quoi sa perméabilité, c'est quoi la teneur en sable, silt, argile, est-ce qu'il y a présent en phréatique, le roc, pour vraiment trouver est-ce qu'il est possible de faire quelque chose sur place. Puis la mauvaise évaluation du sol au niveau de la perméabilité, c'est vraiment la cause numéro 1 des défaillances. Quand il y a un système qui ne fonctionne pas bien, c'est souvent ça qui a mal été évalué. Puis là, on peut faire des essais de perméabilité sur place. On a tous les logiciels à l'interne pour faire des évaluations de la remontée de la nappe. Quand on infiltre de l'eau, la nappe a tendance à remonter. Les systèmes qui plantent après 2-3 ans, souvent la nappe a mal été évaluée. On peut faire des simulations sur 5 ans, 10 ans, 15 ans pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, puis,
Je ne suis pas pire dans le temps, je pense. Hein? On finit sur des exemples de projets. Dans le fond, je vais vous montrer des exemples de projets pour voir qu'est-ce qui peut se faire comme système dans le cadre d'exploration. Mais c'est aussi des projets, le premier est plus petit, mais les autres sont plus gros. C'est pour vous montrer que des systèmes passifs comme ça se fait, oui, pour des petits projets, camps d'exploration, mais ça se fait aussi pour des camps miniers en exploitation permanent. Ça peut se faire, ça se fait pour plein de choses. Il faut juste avoir les bonnes conditions sur site, sur place pour le faire. Puis, je vais vous montrer le premier. C'est un projet qu'on a fait dans la réserve faunique La Vérandrie pour un camp de pêche. Saisonnier, sans électricité puis ni réseau cellulaire. Donc, c'est vraiment le type de projet qui est très, très, très similaire à un camp minier en phase d'exploration. Un 10 mètres cubes par jour, là, je l'ai évalué, ça équivaut à peu près à un camp d'une quarantaine de personnes. Puis la superficie d'infiltration qu'on avait, c'était 200 mètres carrés. Donc, voyez-vous, la cellule ici, c'est une cellule de 100 mètres carrés à peu près. On avait 2 cellules comme ça. Puis dans ce cas-là, c'est le système L-Gen qui a été choisi. Donc on voit un peu à quoi ça ressemble, le remblaiement par après. Puis là-bas, on était chanceux, c'était vraiment du beau sable. Donc on a pu récupérer le matériel sur place pour faire le remblai au-dessus du système pour éviter d'importer trop de matériel. Puis une fois les travaux finis, tout est enfoui. Donc, puis c'est le type de système que il n'y a pas d'entretien, dans le sens qu'il y a la fosse septique, oui, où les solides s'accumulent puis qui sont à vidanger aux 4 ans si c'est un système saisonnier, aux 2 ans si c'est annuel, mais sinon le système en tant que tel, il n'y a rien à faire. C'est de suivre un peu le niveau d'eau à l'intérieur, l'inspection visuelle. Donc, c'est le gros avantage des systèmes par infiltration. Puis le gros désavantage, je vais vous le dire, parce que le système parfait, ça n'existe pas, c'est que ça prend de la place. Ça prend beaucoup plus de place que si c'est une usine mécanisée, puis c'est tout petit dans un bâtiment. Fait que c'est le désavantage. Puis c'est aussi au niveau de la durée de vie, après 25 ans à peu près, ou la durée de vie typique d'un système comme ça, c'est à peu près 25 ans. Fait qu'après 25 ans, il faut penser le remplacer. Fait que, pour des camps d'exploration, même des camps d'exploitation, des fois je regarde des durées de vie de mine, puis c'est 12 ans, 15 ans, 20 ans. Fait que ça peut faire parfaitement le travail. Un autre système, c'était pour un camping dans ce cas-là, mais je le trouvais intéressant. Là, c'est les conduites comme ça qui ont été choisies des BioExperts. On avait un débit de 75 mètres cubes par jour, puis on avait la capacité d'infiltrer. Dans ce cas-là, c'est saisonnier, c'est seulement l'été, donc il n'y a pas besoin d'isoler des conduites ou quoi que ce soit. Puis en équivalent, c'est à peu près 250 à 300 personnes. Mettons pour un camp minier, là, ça vous donne un ordre de grandeur. Puis, vu que c'était une énorme surface, l'alimentation se faisait sous faible pression. Donc, on peut voir ici l'alimentation sous faible pression. C'est pompé, puis dans le fond, on bâtit une pression pour que l'eau soit répartie équitablement en toutes les conduites, pour pas qu'il y ait une conduite qui reçoive plus d'eau qu'une autre. Puis une fois installé, dans ce cas-là, on avait beaucoup de latitude au niveau de la profondeur d'excavation pour le mettre. Fait qu'on a venu optimiser les remblais des blés pour l'excaver juste assez pour pouvoir utiliser le matériel qu'on a excavé pour faire le remblaiement du système par-dessus, pour rien sortir. Fait qu'on n'a rien eu à sortir de matériel. Le dernier projet que je vous présente, c'est qu'il a été conçu, il va être installé l'année prochaine. C'est le projet Windfall de Goldfield, qui est à l'est de Lebel-sur-Quivillon. C'est un camp là-bas permanent de 600 travailleurs qui va être installé. Fait que je voulais vous montrer l'extrême de qu'est-ce qui peut se faire comme système par infiltration quand on a des conditions exceptionnelles sur place. Dans ce cas-là, c'est un camp de 600 personnes, c'est ça, puis la superficie d'infiltration, c'est de 3000 m². Puis, ce qui est arrivé là-bas pour la petite histoire, c'est qu'au début, ils prévoyaient d'avoir une usine pour traiter l'eau, parce que les débits sont quand même élevés, là, on parle de 175 m³. Mais là, le client nous a dit, le site là-bas, il est sablonneux, on a de la place, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, parce qu'il y avait déjà un système comme ça pour leur camp d'exploration. Fait que là, on leur a dit, écoute, on peut aller faire l'étude de sol, on va y aller, on va aller voir, puis on commence par ça. Si ça ne fonctionne pas, ça t'aura coûté le coût de l'étude de sol, mais au moins tu vas avoir le cœur net, tu vas dormir la tête tranquille, puis tu vas te dire, OK, j'ai tout essayé. Si ça fonctionne, on te fera économiser peut-être 1 ou 2 millions sur ton coût de projet, puis tu nous diras merci après. Fait que finalement, on est allé, on a fait l'étude de sol, on avait vraiment des conditions exceptionnelles, puis en plus, malheureusement ou heureusement, là, le camp Windfall, il était très très près des feux de forêt. Fait qu'on n'a plus, même pas de déboisement à faire. Tout le site était parfaitement déblayé, accessible pour une machinerie.
Puis la conclusion, c'est, vous voyez un peu le sol, c'est du sable, du sable, du sable. Fait qu'on a été capable de démontrer que l'infiltration était possible. Puis on a fait dans le fond là-bas, il y avait déjà un système eau de DBO Expert pour le camp d'exploration. Ils ont choisi la même chose pour le camp d'exploitation. Fait que c'est un système avec les conduites. Au total, on va se retrouver avec 12 cellules de traitement d'à peu près 250 mètres carrés chacune. Puis, ce à quoi ça va ressembler, c'est à peu près ça, là. On a comme 12 cellules. Le contour noir, c'est comme le plateau qu'on avait pour implanter. Puis, on était chanceux, on était vraiment loin des lacs pour que ça respecte vraiment les normes environnementales. Pas besoin d'enlever le phosphore avant. L'écoulement naturel de la nappe d'eau souterraine allait dans ce sens-là. On a pu mettre les cellules perpendiculaires à la nappe pour réduire leur montée. On avait vraiment tout parfait. Donc, ça donne des exemples de projets. Vous voyez qu'on peut aller à des tout petits projets d'exploration de 5-10 personnes. Il y a des solutions. Même pour des projets de 175 mètres cubes en infiltration, il existe des solutions aussi. Fait que dans le fond, c'est de voir un peu sur chaque site qu'est-ce qui est possible de faire. Puis récemment, j'ai des clients qui ont commencé à comprendre dans le sens que avant, souvent, on se fait appeler, puis tout est fait. Le bâtiment va être là, la rue va être là, la route va être là, puis le petit carré à haut à droite, c'est pour le champ d'épuration. Puis là, on arrive pour sonder là, puis c'est pas beau, les conditions sont pas belles. Mais là, on a un client qui nous a fait, qui a compris, un deuxième aussi, il nous appelle avant d'implanter le camp. Ils nous disent, là, on prévoit implanter un camp d'exploration, on a 3 sites potentiels, venez voir avant. On va analyser l'hydrogéologie pour voir pour l'eau potable. On va analyser qu'est-ce qui est possible de faire comme système de traitement des eaux usées. Puis on va implanter le camp où on va pouvoir mettre le système passif de traitement d'eau qui va nous coûter le moins cher. Parce qu'on va sauver des dizaines de milliers de dollars, peut-être plus, en installation, mais aussi en opération après. Donc ça devient intéressant. Je sais que j'avais pas beaucoup de temps, puis s'il y a des questions, je vais les prendre après complètement la conférence de mon collègue, ça va être plus simple. Puis j'ai toutes mes choses avec moi et tout. Puis si jamais vous devez partir ou peu importe, on n'a pas le temps de se parler, je vous ai laissé mes coordonnées. Le numéro de téléphone qui est là, c'est mon cellulaire. Fait que vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci Jean-Sébastien. La conférence principale est donnée par M. Nicolas Lemieux. M. Lemieux est ingénieur minier de formation. Il œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine minier québécois au sein de compagnies telles que Cambiar, IAMGOLD, Xstrata, Glencore, Newmont Gold Corp, ArcelorMittal et Casa Berardi. Il s'est joint à l'équipe de Canadian Royalties à titre de surintendant des opérations minières et de l'ingénierie en janvier 2022. Depuis juillet 2023, il occupe le poste de directeur des opérations minières et services. C'est à toi. Juste récupérer ça. Bon midi tout le monde, ici en présentiel et ceux en ligne. Merci de vous être déplacés pour entendre ce que j'ai à vous partager au sujet de mon projet, de mon site minier. Je vais parcourir plusieurs thèmes du site et puis, évidemment, il y a certains aspects dans la présentation que je ne serai pas le spécialiste. Je tenais quand même à les inclure pour justement vous permettre de voir qu'est-ce qu'on fait et si ça peut permettre un échange possible ou une communication possible avec des personnes spécialisées au site. Ben, vous aurez au moins la possibilité de voir que les opérations qu'on a de disponibles et les activités qu'on fait. Donc, plusieurs thèmes que je vais couvrir, à partir de où on est, qu'est-ce qu'on fait en particulier, et puis les projets miniers souterrains qui sont en opération ou en développement, et vers la fin, parler d'un petit peu de transition d'opérations de fosse vers les opérations minières qu'on a vécues en 2024. Un petit peu, quelques mots sur l'usine, et puis quelques projets au niveau de l'énergie et décarbonisation, et nos défis à venir en conclusion.
Donc, qui sommes-nous? Ben, on est le seul producteur indépendant de nickel, cuivre et le EGP, qui est les groupes du palladium, donc les éléments du groupe palladium. Platinum, excusez. L'accord Nunavik-Nickel avec nos partenaires régionaux a été signé en 2008. L'entrée en production est en 2013. Environ 700 employés au site, direct, incluant 300 sous-traitants de diverses compagnies. Comme vous pouvez imaginer, on est en fly-in, fly-out à partir de Montréal, Val-d'Or et Québec, 3 vols par semaine. Ce qu'on produit, on produit du nickel, du cuivre, du palladium et du cobalt. On peut voir ici dans les pourcentages de revenus de chaque élément. Donc, on se rend compte qu'on fait autant de profits ou autant de revenus avec le nickel que le cuivre et le palladium. Un peu de cobalt, un peu de platine, ainsi de suite. Mais nos principaux, les deux concentrés qu'on produit, c'est le concentré de nickel et le concentré de cuivre. Le palladium n'est pas concentré, il se distribue naturellement à travers le processus dans les deux concentrés. Ce n'est qu'à la fin qu'on a les revenus finaux. On est situé dans la pointe nord, dans le Nunavik, pointe nord du Québec, avec notre camp principal Expo et nos installations à baie de déception qui sont, oui, dans le même secteur là, que Mine Raglan. On a notre quai bar, qui est plus quai barge qui est associé avec nos opérations. Et comme on disait, là, on est siège social à Montréal et les transits Val-d'Or, Québec et Montréal. Donc, petite parenthèse sur le transit minier. Malheureusement, même pour la région, le transit minier qu'on utilisait avec Valpiro va migrer dans les semaines et mois à venir vers Montréal. Le camp minier en tant que tel au nord, qui s'étend, qui est d'une très large étendue, donc, c'est lui. Donc, notre camp minier est assez centralisé avec l'usine. Et à l'origine, c'était la mine Expo, la fosse Expo qui a été à l'origine de tout le projet. Et on s'est étendu avec des fosses à Alamac, à Mesavax, pardon. Une première mine souterraine en 2015 qui a été complétée en 2023 à Alamac. On a une petite fosse à Pumayuk. Ensuite, on est présentement à Miquillon, qui a débuté avec une fosse. Et maintenant qu'on est dans le souterrain, Ivacag, donc ici, je vais le voir dans l'autre slide, là. Ivacag qui est en fosse, qui est terminée. Elle aussi, on s'en va dans le souterrain. Il y a un projet pour aller dans le Life of Mine, on a un projet pour aller à la mine Delta. Et la mine Inukchuk, qui est notre découverte la plus récente, qui est située entre Miquillon, à 12 km d'Expo, entre Miquillon et Expo. Donc, un petit résumé. Donc, Expo qui est exploité, la fosse Expo de 2013 à 2020. Et la mine Miquillon Open Pit en fosse 2019 jusqu'à septembre 2024. Miquillon Underground qui est entré en production l'année passée. La fosse Ivacag qui a été terminée en décembre 2024. Et la fosse Ivacag, le Underground Ivacag qui débute cet été, à la fin de cet été. Et on avait les petites fosses Pumayuk, Mesamax, sous terre, Alamac. Donc, on s'aperçoit du défi. Sur une map, ça paraît assez facile, mais c'est un des principaux défis qu'on a. C'est la distance. Donc, s'assurer que le transport des équipements, transport du matériel, transport des fournitures à travers ces équipements-là, ces mines-là, ces distances-là, transport du personnel, et assurer que le temps d'opération correspond est optimisé le plus possible compte tenu des distances.
compte tenu de la météo aussi. Quelques mots sur nos communautés locales et partenaires. Donc, il y en a plusieurs de listés ici. Donc, on vole à contrat avec Air Inuit, qui est notre transporteur officiel. On fait de la construction avec Nunavik Construction. HN Pituvik, qui est notre fournisseur pour l'entretien des chambres et la cuisine. Transport Padayat, qui est notre transporteur de minerais à partir des mines vers l'usine au site Expo. NEAS, qui est un transporteur maritime. Tegragook Transport aussi. Et Redpat, Nouveau-Miut, qui est notre développeur, qui effectue le développement souterrain. Donc, le développement minier souterrain est effectué à contrat avec Redpat. Et il y en a d'autres aussi. Présentement, les derniers chiffres qu'on a, on est 500, alentour de 540 employés actifs. Et oui, on essaie comme cible d'atteindre le 10 % d'employés Inuit. Donc, présentement, on tend vers l'atteinte de cette cible-là. Évidemment, c'est toujours un défi de support, de recrutement, aussi de les garder en place, de stimuler le développement du personnel à travers les différentes options de travail ou de capacité de développement à travers soit le souterrain, soit à partir du souterrain, à partir de service surface. On a une équipe qui s'occupe de... il y a deux phases, il y a deux aspects à l'intégration du personnel Inuit. On a ce qu'on appelle le pool Inuit, c'est-à-dire une initiation au travail minier. Donc, les personnes qui sont recrutées ont l'occasion de faire une tournée un peu de qu'est-ce qui se passe en service surface, qu'est-ce qui peut se passer au laboratoire, à l'usine, dans le souterrain. Et aussi, on a un autre aspect qui est l'embauche directe de certaines personnes qui ont déjà une expertise dans des domaines, soit en environnement, dans le souterrain, à l'usine, ainsi de suite. Donc, on attaque l'intégration du personnel avec deux aspects, l'aspect généraliste et l'aspect un peu plus spécialisé, dépendant des compétences ou des expériences vécues du personnel Inuit. La découverte d'Inukchuk est une histoire que beaucoup d'équipes de géologie ou d'exploration aimeraient vivre dans leur carrière. Donc, en quelques mots, en 2008, le site ENDA était identifié comme une cible potentielle. Ensuite, il y a eu beaucoup de forages de 2008 à 2021 alentour du projet ENDA. Une campagne électromagnétique, ensuite, a permis de raffiner un peu ENDA, mais ce n'était pas vraiment concluant ce qu'il y avait alentour. En fait, il n'y avait rien. Jusqu'à temps qu'une équipe d'électromagnétique au sol, SQUID, a passé le secteur ENDA encore une fois. Et là, il est apparu l'anomalie Inukchuk. Donc, éventuellement, il y a un trou qui a frappé Inukchuk et ensuite, ça a déboulé. Dans notre jargon au site, on appelait le premier nom que Inukchuk a eu, c'était Jackpot. Donc, on l'a renommé éventuellement, mais pour l'équipe d'exploration, c'était vraiment une découverte majeure. Donc, depuis ce temps-là, il y a 92 trous, des 40 000 mètres, on continue encore en 2024 et encore cette année pour agrandir le gisement. Donc, c'est l'un des plus importants gisements de nickel, cuivre et éléments du groupe platine de la ceinture du Cap Smith, découverte en 2021. Évaluation économique préliminaire l'année passée.
et sur une base de 1 million de tonnes par année pour plusieurs années. Il y a une étude de faisabilité qui est en cours présentement. Et c'est un gisement comme Méquillon sous terre. Inukchuk est aussi de classe mondiale. On prévoit entrer en construction en 2027, exploiter de 2027 à 2035 avec ce qu'on connaît présentement du gisement. Des ressources de plus de 10 millions de tonnes actuellement. On a 28 km de forage depuis entre 2021 et 2023, l'année de la découverte. Et 11 km l'année passée, 11 km cette année. Et éventuellement, là, on est à préparer toutes les demandes de permis pour se préparer à déposer au ministère puis avoir les permis d'exploitation. Un petit peu plus précis. Donc, pour nous, Inukchuk, c'est le plus important gisement non développé sur notre propriété actuellement. Il est favorablement situé parce qu'il est déjà à moins de 500 mètres de la route principale qui va de Méquillon vers le camp Expo. Donc, il n'y a pas de route à construire. On passe juste à côté. Je le disais, c'était encore un très important gisement par rapport à la ceinture du Cap Smith, qui est notre secteur. L'étude est en cours. Et puis, présentement, on est facilement dans le 10 ans et plus d'exploitation pour alentour de 3300 tonnes. 3300 tonnes par jour et plus. Un petit survol, c'est un gisement qui est en lame avec 3 branches principales, mais l'exploitation va être quand même assez classique, par rampe, avec un portail seulement, les installations de surface. Et on peut voir qu'il y a déjà, il y a encore des ouvertures sur les 3 branches des lames. Donc, le forage de cette année, justement, est orienté pour aller chercher les pointes des 3 lames et circonscrire, pas circonscrire, mais trouver les limites du gisement. Donc, exclusivement souterrain. La plupart de nos mines ont eu une phase open pit ou en fosse pour débuter, mais ce n'est pas le cas d'Inukchuk. Inukchuk est exclusivement souterrain. On prévoit environ 21 km de développement pour ce qu'on connaît du gisement présentement. Production quotidienne de 3300 tonnes. Et ça va être la première mine qu'on va faire un remblai rocheux cimenté. Méquillon avait été imaginé avec un remblai aussi au départ en 2020. Mais l'économique du gisement Méquillon n'a finalement pas permis de justifier un remblai rocheux cimenté ou en pâte. On a décidé d'y aller avec les primaires secondaires divisés, séparés par des piliers 5 mètres. Mais dans le cas d'Inukchuk, la valeur du gisement, les teneurs qu'on retrouve dans le gisement permettent d'investir dans un remblai rocheux cimenté. À la surface, assez classique, il va y avoir un portail, halle de minerais, halle de stérile. Il va y avoir un bassin de collection des eaux qui va aussi servir pour alimenter en eau industrielle sous terre. Les montées principales, sorties de secours et air entreposage et un air aussi pour les bureaux, pour la partie technicien et les travailleurs. Énergie et traitement des eaux sont à l'étude présentement. Il y a 2 options principales. On a quand même un gros une installation de génératrice à Méquillon qui est à 6 km, 8 km d'Inukchuk, où on va aller s'alimenter directement des génératrices du camp Expo,
ou bien un mix des deux. Donc, l'alimentation électrique de la mine est en étude présentement, mais il y a 3 options en cours. Possibilité d'effectuer le traitement des eaux au camp Expo. Donc, on étudie présentement la possibilité de faire le traitement des eaux à l'UTE à Expo, ce qui n'est pas le cas, parce que la distance entre les autres mines, comme Mekion a son traitement des eaux, Ivakac a son traitement des eaux, Mesamax. Donc, chaque mine avait un peu son traitement des eaux. Et dans le cas d'Inukshuk, pour cette fois-ci, on étudie la possibilité de ramener le traitement des eaux vers le camp Expo, compte tenu de la capacité qu'on a à le faire. Et la restauration débutera, bien évidemment, dès la fin de l'exploitation. Les chantiers, pour l'instant, c'est 30 mètres. Les niveaux ont 30 mètres entre les niveaux. Configuration assez classique de rampe centrale qui accède aux différentes branches là, du gisement. Par camion, chargeuse navette, forage de production standard. L'autre mine, Ivakac, sous terre, qu'on anticipe débuter au mois d'août de cette année. C'est la continuité d'une fosse, la fosse Ivakac. Donc, en surface, présentement, on a notre halle de stérile non PGA et la halle de stérile PGA. Donc, le portail de la mine Ivakac souterraine va être à l'intérieur de la fosse Ivakac. Donc, on accélère ainsi le processus. On sauve beaucoup de mètres de développement. Et puis, on est pratiquement, le gisement est à notre portée là, dans les 8 mois suivant le début du portail. Donc, en surface, ce que va nécessiter, par contre, l'opération souterraine, c'est l'ajout de 3 génératrices de 1 MW, l'ajout d'un dôme d'entretien de surface. On va déplacer un peu les bureaux. Et au fond de la fosse, on va reproduire un puisard, une halle d'astérile à minerais, une station électrique, le portail et les unités de ventilation principales. Ici aussi, on anticipe d'alimenter en eau industrielle à partir du MCP et en partie du bassin collecteur qu'on aura dans le fond de la fosse. Donc, je parle d'alimentation souterraine en eau industrielle, que ça a l'air assez classique. C'est juste que présentement, pour nous, c'est quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à présent, on a toujours alimenté en eau industrielle de sous terre à partir du lac Bombardier, avec des livraisons de camions quotidiennes. Donc, pour nous, c'est un changement quand même important. On abandonne l'utilisation de l'eau du lac Bombardier, qui est notre principal fournisseur d'eau, le transport par camion, puis on se tourne vers un approvisionnement local à partir de bassins qui sont existants. Dans ce cas-ci, il y a des bassins déjà existants. Et à Inukshuk, le bassin va être fait en conséquence d'assurer une alimentation en eau pour le sous-terre. Ivakac Underground, c'est une petite mine quand même. Ce n'est pas des gisements massifs, mais les teneurs sont très intéressantes pour nous autres. Donc, on prévoit environ 1200 tonnes par jour de ce gisement-là. 500 000 tonnes au total environ de minerais pour 3,3 km. Des chantiers longitudinaux. On est habitué plus dans la Mekion, dans le transversal. Ici, ça va être des chantiers longitudinaux avec un pendage moyen qui est tout près de 50-55 degrés, donc un peu plus difficile à exploiter. La flotte d'équipement va être ce qu'on a déjà au site, c'est du en scoop, chargeuse navette R10700, les camions AD30. Et on va quand même faire du forage avec des Sandvik DL 421 4 pouces de diamètre. Cheminée de ventilation combinée avec la sortie de secours.
et des extensions possibles en cours de développement. Le forage, depuis 2-3 ans qu'on fore pour une extension. Donc, il y a aussi une possibilité d'extension dans le cas de Ivacac sous terre. On est présentement, on achève l'exploitation de Expo Sud, donc qui était l'extension de la fosse Expo. Donc Expo Ouest, on achève l'exploitation qui devrait se finir d'ici la fin de l'année. Il reste 2 chantiers à exploiter. Et on se dirige vers Expo Sud, qui est une petite lentille satellite du complexe Expo, qu'on devrait commencer à exploiter également là, vers la fin de l'été. Encore là, 1800 tonnes par jour, 240 000 tonnes. Encore une fois, le volume n'est pas élevé. La teneur pour nous est intéressante. 1,2 km, donc une petite lentille. Je pense que c'est 9 chantiers au total à exploiter d'ici pour la durée de la mine. Encore une fois, on utilise nos camions qu'on a déjà, ils chargent les navettes, les R1700 AD30. Les galeries sont en conséquence. On n'a pas développé plus grand pour justement faire un bon fit, comme on pourrait dire, avec nos équipements en place. Cheminée de ventilation, étant donné que la durée de la vie de la mine est quand même très courte, on va combiner la cheminée de ventilation avec la sortie de secours ici, dans celui-là. Donc, traditionnellement, on a une cheminée pour la sortie de secours et une cheminée pour la ventilation, comme à Expo Ouest. Mais dans le cas d'Expo Sud, on va combiner les deux ensemble. L'excavation est faite avec un Alimac. Méquillon sous terre. Méquillon sous terre qui a une belle histoire. Première mine où on a été impliqué, où CRI, Canadian Royalties, est plus impliqué que les autres mines. On se rappelle, mais Alamac a été surtout exploité en contrat avec Red Pat, sauf la dernière année. Mais Méquillon, présentement, Canadian Royalties, la seule chose qu'on ne fait pas par nous autres mêmes, c'est le développement minier. Donc, il est donné à contrat, dans notre cas avec nos partenaires Red Pat. Mais donc, pour nous, là, depuis 2022-2023, on a pris le forage, dynamitage, le transport, chargeuse navette, transport, construction et la réhabilitation est faite par les employés de Canadian Royalties. Donc, pour nous, c'est la mise en application de cette transition-là s'est faite à partir de l'été passé à la mine Méquillon lors de l'entrée en production. Donc, c'est une mine, c'est notre mine principale. Vous voyez que l'étendue, la forme du gisement cause certains défis. Le terrain est très compétent. C'est pas le problème, on n'a pas vraiment de problème de terrain jusqu'à présent. Primaire, secondaire, séparés par des piliers, 30 mètres entre les niveaux. C'est plus l'étendue en descendant du gisement qui le rend un peu plus complexe parce qu'on a très peu de superposition d'activités. Donc, c'est pratiquement impossible d'avoir plusieurs niveaux reliés par des trous de drain pour le pompage de l'eau, par exemple. Au niveau de la ventilation, même chose. Pour atteindre les cheminées de ventilation d'un niveau à l'autre, c'est beaucoup de développement à se rendre parce qu'on n'est pas capable d'avoir un fil, une continuité verticale du gisement. Donc, c'est le principal défi. Cet été, on a une première pour nous. On va faire une cheminée de ventilation 5,5 mètres de diamètre avec Master Drilling. Donc, ils vont mobiliser au mois de juillet. Et éventuellement, il y en aura un autre plus tard en 2027. Donc, tonnage de minerai restant, il reste environ 5 millions de tonnes. Développement à faire, encore 14 km à faire. Chantiers transversaux. Donc, quand même une belle moyenne d'environ entre 40 et 50 000 tonnes par chantier. C'est vraiment intéressant.
forment le pendage limite et supervision, comme je le mentionnais. Et dans ce cas-ci, on s'est permis d'agrandir, de grossir un petit peu notre flotte de camions. On est allé avec des AD 45, mais on a maintenu quand même les AD 1700, les R 1700 pour le chargement. Inukchuk, probablement, assurément, présentement, les discussions, c'est qu'on va grossir les scoops et aussi les camions. Donc, c'est pas impossible qu'on y aille vers le 60 tonnes pour la flotte de Inukchuk. Donc, l'exploitation de Méquillon est prévue jusqu'à 2029, fin 2029-2030. Un plan typique de Méquillon. Donc, vous voyez la longueur du niveau et pourquoi on arrive à la pointe au lieu d'arriver au centre. Bien, c'est une question de timing, c'est une question d'accélérer. Si on attend d'arriver au centre, les premiers chantiers vont être encore plus tard dans le calendrier. C'est une question de calendrier et puis de séquence d'exploitation. Mais ça pose tout un défi au niveau de la ventilation qui est pas typique là, habituellement des gisements qui sont plus de forme verticale. L'autre défi aussi qu'on a dans ce type de niveau-là, c'est au niveau de la définition. Donc, évidemment, le métrage de forage pour définir le gisement est supérieur parce que l'angle d'attaque est rarement favorable. Donc, c'est pour ça qu'on a une définition qui arrive un petit peu, je dirais, just in time. Fait que ce n'est pas une mauvaise volonté ou d'expertise, c'est vraiment la forme du gisement qui nous ralentit dans la capacité à définir le gisement. Donc, on a souvent quelques surprises dans les pointes habituellement, dans tous les gisements. C'est notre cas aussi, mais on le voit beaucoup plus tard que habituellement dans les mines d'une forme plus verticale. Quelque chose qu'on a vécu l'année passée qui était vraiment intéressant. Donc, on a vu sur la map qu'on avait plusieurs fosses qu'on a eu plusieurs fosses en opération. On avait encore 2 en opération au début de l'année 2024. Et on avait comme projet de faire migrer le plus de personnel possible de surface vers le souterrain. Nos employés de mine surface sont avec nous pour plusieurs depuis 2012, 2013, 2014. Donc, des personnes engagées envers la compagnie. Experts aussi dans leur métier. Donc, on a réussi à faire 36 postes de mineurs qui ont été comblés par des anciens travailleurs de surface. On a eu un support exceptionnel là, de la Commission scolaire de Val-d'Or qui ont adapté un programme de formation d'extraction du minerai pour nous, donc dans nos conditions, avec nos équipements, avec notre expertise de personnel. Donc, on a réussi à avoir 2 formateurs à temps plein là, depuis avril 2024. Donc, ça fait plus d'1 an. On a 2 formateurs à temps plein avec nous autres pour faire migrer ces personnes-là, développer les expertises. Et on en a même profité pour certains employés qui étaient déjà avec nous autres, qui n'avaient pas de DEP en extraction de minerais, de l'obtenir. Donc, pour nous, c'est un bon milestone parce qu'on a des personnes qui ont maintenant une expertise de surface, une expertise de sous-terre reconnue par un diplôme. Fait que pour nous autres, c'est un bel accomplissement. Tout ça dans un ramp-up de tonnage. On a une très belle collaboration de tout le monde et sans trop... on n'a pas au niveau santé-sécurité, on n'a pas dénoté une hausse des blessures ou des dommages matériels, justement parce que l'accompagnement était adéquat et était orienté ou sur mesure pour ce qu'on faisait comme opération. Donc, on a des experts, évidemment, on avait des experts de foreurs de surface. Évidemment, il y avait une migration naturelle vers un foreur de sous-terre. Même chose au niveau du dynamitage, puis même chose au niveau de l'extraction. Donc, il y avait des aptitudes quand même naturelles pour quelqu'un de surface à migrer vers le sous-terre.
On a aussi, évidemment, pour les personnes qui, avec la fin des fosses, qui ont dû se trouver un emploi ailleurs, on a quelques personnes qui ont pu migrer dans d'autres secteurs de la mine, mais on avait aussi un programme de rétention qui nous a assuré là, de garder le personnel le plus longtemps possible. Et en tout cas, ça a été bénéfique parce qu'on a eu besoin de certains contracteurs pour assurer les travaux de surface, mais un peu moins, beaucoup moins qu'on anticipait. Donc, c'était bien. Quelques mots sur notre concentrateur. Donc, on a une capacité quotidienne par jour de 4500. On a aussi un tonnage annuel à l'entour de 1,6 million de tonnes à respecter dans notre entente. Et nos 2 concentrés sont transportés avec transport Padlayat vers Expo vers BD, où on a un aire d'entreposage. Et notre bateau va directement en Europe, où les 2 concentrés sont vendus. Donc, notre circuit est assez classique. Concassage primaire, secondaire et la flottaison. Je sais que j'ai rencontré des gens, on a des projets en cours là, avec les automates programmables. Donc, il y a beaucoup de projets. Un des défis qu'on a résolu l'année passée, c'est au niveau du concassage des poussières. Donc, nos poussières ont une teneur ou une présence d'amiante qui demande une attention particulière au niveau de la santé et sécurité pour les employés. Donc, on a ajouté l'année passée un genre de salle d'habillage SAS pour justement empêcher, protéger les travailleurs du camp entre les personnes qui se déplacent entre la zone de concassage, broyage et le camp. Donc, ça a été installé à l'automne passé. Autre projet, décarbonation, qui est un sujet classique de toutes les opérations, surtout la nôtre, on consomme environ 60 millions de litres par année de diesel pour tout ce qui est génératrice et camions, et ainsi de suite. Et là, on s'est dit, certains nous disaient, là, vous n'aurez plus de mines à surface, vous allez consommer moins de diesel, mais la mine souterraine a besoin de génératrices. Fait qu'on a juste échangé les camions 775 en diesel par des génératrices. Donc, on va consommer à peu près dans la même ordre de grandeur au niveau du diesel. Et projet d'éoliennes qui est en cours. Les 2 éoliennes sont maintenant au site. Ils ont été amenées au site à l'automne passé. Cette année, on va faire le chemin d'accès pour les deux bases et on va faire les fondations pour une installation prévue à l'été prochain. Donc, environ 40 millions d'investissements. Notre partenaire, c'est Tuglik. Donc, c'est 2 fois 3 mégawatts chacune. Et on anticipe réduire de 4 à 5 millions de litres d'économie annuellement. Donc, pour ceux pour Mine Raglan, en ont 2 déjà, mais c'est le même modèle d'éolienne. Parlons d'énergie. Notre site Expo, c'est une capacité de 23 000 MW. On a 6 génératrices de 3,3 MW et on a 2 de 1,8 MW. Donc, beaucoup d'énergie requis. Et on a aussi, je reviens. Et il y en a aussi 5 génératrices de 1 MW seulement pour la mine Méquillon. Donc, de là que je disais que des 5 MW de Méquillon pour Inukchuk, qui est situé entre les deux, l'étude présentement, c'est de voir est-ce qu'on s'alimente de Méquillon ou on s'alimente de Expo ou des 2. Projet du jour, côté énergie chez nous, c'est un système de stockage d'énergie par batterie.
Donc, on parle de 4 unités de 10 MW. Encore là, l'économie de carburant vient du fait qu'on élimine les pics, donc les périodes de pic, ce que les génératrices ou les systèmes de génératrices n'aiment pas. Donc, ces unités-là permettent d'avoir un flot continu au niveau de la génératrice, être capable de baisser le RPM et stabiliser le RPM du génératrice, ce que les génératrices apprécient beaucoup, de rouler au même RPM steady tout le temps. Au niveau des équipements aussi, c'est dur de vivre les pics. Et sous terre, ben, on en a beaucoup. Parce qu'on démarre un jumbo, on démarre une foreuse, on démarre de la ventilation. Il n'y a rien de séquentiel. C'est de la demande qui est carrément là, soudaine. Donc, les systèmes électriques n'apprécient pas ces démarrages-là de plusieurs équipements en même temps, aléatoirement. Donc, d'où l'intérêt d'aller faire de la recherche et s'équiper de ce concept-là. Donc, on anticipe environ 6 à 8 millions de litres d'économie annuelle de carburant, justement, juste à cause des pics. Pour absorber les pics, 22 millions d'investissements. Et on cible là, une mise en service en 2027. Quelques défis. Ben, cette année, évidemment, les deux principaux défis, c'est de démarrer 2 nouvelles mines, Ivacac sous terre et Expo Sud. Donc, recrutement de main-d'œuvre, autant pour nous, autant pour Redpath, qu'il faut faire le développement de ces rampes-là. On parlait de 2 installations, livraison et installation des génératrices à Ivacac. Le timing est quand même serré parce que c'est des génératrices qu'on avait. On les a redescendues au sud pour des mises à niveau. Et là, on va les avoir sur les bateaux de cet été. Je parlais d'un petit peu d'optimisation de l'eau souterraine en industriel. Donc, traditionnellement, depuis le début, on a toujours alimenté les mines en eau propre pour de l'eau souterraine. Et là, on fait une migration vers l'utilisation d'eau à partir d'eau locale, puis s'éloigner de la livraison d'eau par camion pour les mines souterraines. On a quelques livraisons d'équipements fixes et mobiles. Donc, pour Méquillon, on a un ramp-up, donc on a des camions qui vont arriver sur les bateaux. Donc, c'est toujours un défi d'avoir de l'équipement présentement encore. Exemple, les camions, on a 3 D45 qui arrivent de Thaïlande. Donc, logistiquement, pour avoir les bateaux en date, c'est toujours un problème. Et c'est toujours un petit stress là, de s'assurer qu'ils vont être sur le bon bateau, puis le bon bateau n'aura pas de problème de la Thaïlande jusqu'à Baltimore et de Baltimore jusqu'à Bécancour. L'approvisionnement des pièces, bien, il y a plusieurs. Vous êtes un auditoire très varié, vous savez de quoi on parle. Donc, l'approvisionnement des pièces est toujours un enjeu. Enjeu de l'obtenir, mais aussi un enjeu économique de ne pas aussi avoir un inventaire trop gros. Parce qu'un inventaire dans le site minier nordique, ça a une valeur et ça prend de la place et ainsi de suite. Donc, ça a un coût. Donc, on essaie en même temps d'avoir la bonne pièce au site sans trop augmenter l'inventaire. Développement des compétences en maintenance. Je pense que tout le monde le vit un peu. Les équipements sont de plus en plus performants, de plus en plus autonomes. Je sais qu'il y a du forage autonome du côté des dam and drill, ça commence. Donc, trouver des opérateurs, c'est un peu plus simple parce que les équipements se protègent. Les équipements sont beaucoup automatisés ou permettent à l'opérateur d'en connaître davantage rapidement. Par contre, la maintenance, c'est l'inverse. La maintenance est de plus en plus complexe. Il y a plus de pièces sur un équipement qu'il pouvait avoir par le passé. Donc, on l'a vécu, nous autres, avec l'introduction l'implantation en 2023 des foreuses de production. Encore, on est rendu en 2025, puis on apprend encore. Les opérateurs apprennent encore, mais surtout l'équipe de maintenance apprennent, puis ils sont
tous les semaines, on a une rencontre avec l'équipe de Sandvik, parce que c'est notre fournisseur, pour justement, puis on a tout le temps de quoi se dire à chaque semaine. Ah, ça, on a fait ça, ça, on a fait ça. On est en contact avec les spécialistes des équipements. Et puis ça fait 2 ans là, on a les équipements aussi. On développe le LTE pour Méquillon sous terre présentement. Je ne suis pas spécialiste de LTE, mais ce que je sais, c'est que pour notre projet, on n'a pas ajouté, on va seulement utiliser le LTE pour le data. On n'aura pas la communication sur le LTE. Le LTE, on va garder la communication radio avec les keyfeeders traditionnels, mais au niveau des data, on va passer par le LTE. Donc, ce qu'on anticipe là, de pouvoir utiliser avec cette technologie-là, c'est la téléopération à distance. Pour notre cas, c'est un challenge parce que on pourrait imaginer pouvoir opérer une machine alors qu'il y a un blizzard qui peut durer 12, 15, 24 heures, 30 heures. Donc, on pourrait se permettre d'opérer un équipement tant qu'elle est disponible en téléopération malgré la température. Aussi, on a la gestion de la ventilation. Évidemment, toute la ventilation est à la fin reliée avec le diesel. Donc, à chaque fois qu'on peut diminuer notre gestion, le nombre de ventilateurs qui roulent, qui tournent sous terre, bien, évidemment, on est directement impacté positivement sur la consommation de diesel. Fait qu'on s'enligne pour ça. Fait que c'est les deux principaux utilités qu'on va faire avec le LTE pour l'instant. Éventuellement, on va migrer vers la partie pour le superviseur, exemple, l'utilisation de tablettes, favoriser la communication au niveau des plans et des priorités. On va aussi prévoir dans notre plan de réutiliser, récupérer, ce qu'on essaie de faire le plus possible. Vous avez vu, on a quand même un cycle d'opération quand même assez court dans les opérations. C'est des mines, ce n'est pas des mines de 20 ans, 30 ans. Fait que, évidemment, à chaque fermeture de mine, on essaie de déplacer, récupérer le plus d'équipements possible pour les progrès futurs. Je fais une parenthèse, j'ai rajouté quelques mots sur la distance entre les sites d'opération qui est vraiment particulière dans notre cas. Qui a un impact sur la productivité et sur le transport de minerais. Donc, on a plusieurs initiatives d'implanter ou en test sous terre. En surface, à cause de la distance, on a même implanté 3 quarts de 8 heures. Tu sais, on n'entend plus ça, des quarts de 8 heures, mais nous, on l'a refait. Ça a été payant. Donc, 3 quarts de 8 heures donc, on s'assurait d'une présence de 24 heures sur le site pour une fosse. Sous terre, c'est plus difficile. On ne peut pas imaginer vraiment ça à cause des tirs fréquents, des tirs de développement principalement. Mais on a plusieurs initiatives, dont un, c'est le protocole de maintien des opérations en mode blizzard. On a commencé ça, à tester ça l'année passée. Il y a 2 conditions. C'est qu'on a monté pour le site Méquillon, qui est à 18 km de l'infirmerie principale, on a monté une infirmerie locale à Méquillon. Et aussi, on a des GPS embarqués sur les niveleuses. Les niveleuses qui sont comme notre guide lors du retour avec convoi. Quand le chemin est fermé, c'est généralement la niveleuse qui sert de guide au convoi. Donc, on a embarqué des GPS sur les niveleuses. Fait que ça nous permet d'assurer un transport en visibilité très réduite. Et sinon, l'infirmerie nous permet quand même de continuer des opérations sous terre, sécuritaires, en ayant, on a la même couverture d'infirmerie à la mine Méquillon qu'au site Expo. Donc, évidemment, puis en plus de ça, on a l'équipement BV, là, qui est une chenillette, qui nous permet aussi, là, avec GPS embarqué, d'intervenir dans toutes les conditions. On essaie de chercher un petit peu de temps d'opération, même si les distances, la météo n'est pas toujours de notre côté. Est-ce qu'il y a des questions? Pour les questions, levez la main. Je vais vous apporter le micro. Bien, premièrement, bravo, parce que c'est tout un défi travailler dans le Nord, dans le Grand Nord, comme ça. Fait que chapeau à toute l'équipe.
Merci. Là, vous parliez de teneur. On n'a pas entendu de chiffre. On peut parler de quoi comme teneur de chaque minerai que vous sortez? On est à peu près dans le 0,8 à 1 en nickel, 1,5 à 1,7 cuivre. Palladium, mais ça varie, comme méquillon. À l'époque où méquillon a été étudié, la valeur du palladium était tellement haute que ça passait proche d'être une mine de palladium. Donc, mais là, le prix a baissé depuis ce temps-là, donc c'est une mine de nickel. Donc, 0,8 à 1, 1,5 à 1,7 en cuivre. Puis, malgré tout, ce n'est pas des hautes teneurs. Nous, on se considère comme une opération à basse teneur. On est quand même le principal producteur de cuivre au Québec et le principal producteur de palladium au Québec. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y avait des questions pour Jean-Sébastien? Bon, c'était vraiment clair. Bien, merci. Il reste encore quelques minutes. Jean-Sébastien, si tu veux venir nous rejoindre, j'ai quelques petits éléments pour vous autres. Merci. Ghislain, tu fais notre photographe officiel? Oui. Merci. Comme je dis tout le temps, c'est pour que vous puissiez être propre sur les terrains de golf cet été. Merci. Mais, attends un peu. Nicolas, sauve-toi pas. Je vais demander à Richard de venir remettre la toile. C'est une toile de l'ABC de l'art Aricana.